suis Stéphane Parent, je suis le directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire, on informe et on rassemble les gestionnaires d'OBNL. Aujourd'hui, petite capsule technique d'actualité, je dirais. On va parler de transformation numérique durable. C'est un sujet qui nous est cher dans le contexte actuel parce qu'on ne peut plus parler de quoi que ce soit sans parler de numérique. Je pense qu'on en prend conscience aussi dans les médias au quotidien, que ce soit de cybersécurité ou de nouvelles solutions et ainsi de suite. Et j'ai la chance avec moi aujourd'hui d'avoir Rachel de Acquéri qui va pouvoir nous en parler. Je vais laisser Rachel se présenter 2-3 petites secondes avant de passer aux premières questions. Premièrement, bonjour Rachel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci Stéphane. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir, Rachel, de pouvoir parler de numérique avec toi. Écoute, je vais te laisser te présenter peut-être brièvement, présenter l'organisation, d'où vous venez, puis ce que vous faites. Puis après ça, on va regarder le sujet là, qui est vraiment l'opération d'une transformation numérique. OK. Bien, mon nom, c'est Rachel Bachman et je suis présidente fondatrice des consultants Acquéri. Donc, on est un petit organisme boutique qui œuvre dans le domaine de la transformation numérique. Ce que ça veut dire, en fait, on est des gens qui aiment la technologie, mais aiment encore plus la valeur que ça ajoute. Donc, on pense que chacun de nos clients a une histoire à raconter. Et là, on est là pour l'écouter, puis prendre cette histoire-là, puis la traduire en besoins technologiques. Donc, nous, les gens, des fois, ils pensent qu'on va parler en langage technique, puis là, on va arriver, puis ils sont surpris. On va vraiment parler côté affaires, côté valeur. Puis nous, on pense que la technologie est là pour venir servir et ajouter de la valeur dans votre organisation. Parlons-en de technologie un peu, mais j'aimerais ça en premier qu'on définisse là, le terme un peu galvaudé qu'on entend à tout vents et mots. Et en tout cas, c'est quoi ça, la transformation numérique? Oui, c'est sûr. C'est sûr que la transformation numérique, là, c'est le buzzword de cette année, surtout depuis le COVID, on l'entend encore plus. Pour moi, c'est important que la transformation numérique, oui, en fait, c'est un terme qui parle de transformation. Donc, on va parler de quelque chose doit changer dans le modèle d'affaires. Donc, on va utiliser la technologie pour venir livrer quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc, si on n'avait pas eu cette technologie-là. Donc, que ce soit nous apporter un nouveau clientèle ou accéder à des gens qu'on n'avait peut-être pas accès à avant à cause ou grâce à la technologie, pour moi, ça, c'est une transformation numérique. On va aller changer de modèle et aller chercher quelque chose de plus, ajouter plus de valeur à l'aide de la technologie. Je pense aussi plus d'efficacité aussi. Je pense que ça, c'est quand tu crées. Je pense que le terme valeur, on peut le définir de différentes façons. Là, tu parles de nouvelle clientèle. On va parler aussi souvent d'efficacité aussi dans certains cas, puis même dans la création peut-être de nouveaux produits, de nouveaux services. Là. Je pense que ceux qui sont intéressés d'avoir un petit peu plus de définition, là, on a un texte sur notre site Internet qu'on va mettre en lien avec la capsule où on parle des 6 secteurs. Parce que, tu sais, pour beaucoup de gens, là, transformation numérique, là, ben, dans leur planification stratégique, là, ça veut dire nouveau site web. C'est plus complexe que ça, Rachel? C'est juste ça, un nouveau site web, une transformation numérique? Il ne faut pas négliger ça. Le site web et par exemple le ERP ou le PGI en français, c'est des choses de base. Toutes les compagnies doivent l'avoir. On doit avoir quelque chose, on doit avoir la fondation. Donc, oui, avoir un bon site web, c'est peut-être la porte à aller chercher d'autres choses. Si on n'a pas le site web, on ne peut pas aller chercher des inscriptions automatisées, on ne peut pas aller chercher du chatbot ou du chat et même aller jusqu'au paiement par chat et des choses comme ça. C'est sûr que le site web, c'est la base, mais il ne faut juste pas s'arrêter là. Il faut penser à tout ce que ça va venir nous permettre de faire plus loin. Et c'est la même chose pour le ERP. Il faut penser qu'il faut une bonne base. Peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un ERP? Comment tu le traduirais, là? Oui, ben, en fait, ERP ou le système de base, c'est surtout le système financier, mais il peut y avoir des modules qui permettent d'avoir des opérations en plus. Donc, c'est ça qu'on appelle un ERP ou un PGI en français. Et c'est le système qui nous permet d'avoir un peu tout ce qui se rattache en arrière. Donc, c'est sûr que le système financier doit parler un petit peu avec le système. Par exemple, si on fait une inscription pour un événement sur le web, ben, on veut que ça aille directement dans le système financier. On ne veut pas qu'il y ait quelqu'un
vire de bord, doivent taper ça dans un Excel, doivent rentrer ça dans le système financier. Donc, souvent, on doit quand même commencer par ça. Donc, c'est sûr que d'aller chercher des fonctionnalités super hot, si on n'a pas mis la base en place, ça va être difficile. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que ça soit, parce que je vois souvent le cas où on s'attarde au beau plutôt qu'à s'attarder à l'efficace. Dans ce que tu dis, c'est qu'on est beaucoup plus dans les fonctions de l'organisation plutôt que la beauté ou les animations flash et tout, là, dans le choix des systèmes. Bien, c'est sûr qu'il faut être pragmatique dans quel ordre on va faire ça. Donc, si quelqu'un m'arrive, puis par exemple, aucun de leurs systèmes se parle, ils ont bâti des méga fichiers Excel à côté, c'est sûr que je vais commencer par regarder ce qui peut, des logiciels off-the-shelf standards qui peuvent leur apporter pour l'efficacité. Mais il ne faut pas oublier, tu as parlé tantôt d'efficacité, Stéphane, mais il y a l'efficacité et il y a la valeur au client. Puis les deux sont souvent contradictoires, mais il faut trouver la bonne balance. Il faut gagner en efficacité, mais il faut aussi livrer plus de valeur aux clients. Donc, en fait, il faut penser qu'est-ce qui va nous apporter le plus de fonctions pour les deux, pour avoir une meilleure opération en interne. Donc, quelque chose qui coûte le moins cher ou le plus efficace possible, ou j'ai peut-être besoin de moins de personnes pour faire quelque chose. Surtout, hein. Oui, ou quelque chose qui va me permettre d'atteindre plus de membres, plus de bénéficiaires, ou une expérience plus clean, plus légère pour ces gens-là aussi. Donc, ça peut être les deux. Les systèmes peuvent nous aider autant avec un qu'avec l'autre. Puis, quand tu parles de système, là, beaucoup de gens voient ça comme wow, là c'est complexe, c'est une grosse machine. Comment vous simplifiez ça? Puis, on le prend, par quel bord on le prend? Là? Parce que c'est un gros éléphant, pour beaucoup, là, c'est un gros éléphant à manger. Là. Fait que, quand on dit on le mange une bouchée à la fois, là, quand vous l'analysez, vous commencez par où? Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout attaquer à la fois, même si dans certains cas, on veut quand même avoir un plan. Donc, par exemple, si on veut changer de CRM, CRM, c'est le logiciel pour gérer les clients, les données clients. Il faut peut-être regarder si notre système financier et le CRM, on pourrait acheter un outil qui fait les deux. Donc, des fois, il ne faut pas non plus le décomposer trop. Parce qu'il y a des dépendances entre ces décisions-là. Mais en même temps, je pense une des bonnes choses de commencer, c'est à diagnostiquer la maturité numérique. Par exemple, nous, sur notre site Web, on a un petit outil gratuit qui permet de diagnostiquer. Ça va vous donner une idée où vous vous situez par rapport à vos pairs. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez commencer. Puis, ça va vous donner une idée avec des recommandations un petit peu de départ par où commencer. Mais c'est sûr qu'il faut un plan, ça c'est sûr. Il faut dire où on est aujourd'hui, puis il faut donc faire le diagnostic d'où on part, mais aussi faire un plan, c'est où qu'on va se rendre. Fait que tu l'accompagnerais aussi parce que souvent on dit transformation numérique, puis après ça, traditionnellement, dans les OBNL, on a souvent une planification stratégique. Fait que comment, là, tu parles d'un plan, là, on en a déjà un, tu sais, des fois, c'est pas toujours deux bras qui se parlent, là. Fait que comment on enligne les deux, la planif stratégique et la transformation numérique? Ah, ça, c'est ça que c'est un de mes projets dans la vie, de convaincre les gens qu'il faut aligner ces deux choses-là. Puis c'est pas gagné. Les plus grandes entreprises dans le monde font leur planification stratégique et après leur planification technologique. Là. C'est encore vrai aujourd'hui, mais c'est triste parce que je pense qu'on perd énormément d'opportunités en faisant ça. Parce que en faisant les deux ensemble, la technologie nous amène des choses qu'on n'aurait pas pensé faire dans la stratégie. Imagine l'exemple de l'Internet haute vitesse en région avec la vidéoconférence. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une association, aller chercher, ou un organisme, aller chercher quelque chose, former des gens en région qu'on n'aurait jamais pensé ça si on était en présentiel. Donc, je veux dire, c'est vraiment important que la stratégie soit faite en même temps que la planification technologique. Donc, pour moi, les entreprises qui vont gagner le plus à ça, ça va être ceux qui font ça ensemble. C'est vraiment un partenariat entre le plan stratégique technologique et le plan stratégique de l'organisation. Mais en même temps, quand on fait une des problématiques qu'on a dans beaucoup d'organismes, c'est le niveau de compétence face à la technologie. Parce que
c'est plein de bénévoles, c'est plein de gens qui veulent s'impliquer, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui ont une vision technologique très large. Puis même dans les gestionnaires, on s'entend que le nombre d'outils disponibles par rapport aux besoins, des fois, on se perd assez vite, là. Fait que, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu plus là, comment est-ce qu'on peut contrer cette problématique de compétences-là quand il est question du numérique? Bien, la bonne nouvelle, c'est que... J'aime ça, des bonnes nouvelles. La bonne... la bonne nouvelle est que, honnêtement, de plus en plus, on n'a pas besoin de gens avec des compétences techniques. Avec l'arrivée de l'info nuagique, on voit vraiment une grosse différence que n'importe qui dans l'entreprise peut aller acheter un logiciel et l'apprendre, l'installer. En fait, il n'y a plus d'installation Non, parce que c'est c'est vrai. l'info nuagique. Et donc, ça donnait vraiment un accès à une panoplie d'outils. Par contre, en contrepartie, évidemment, puis on le voit aussi dans des petites organisations, autant que des grosses entreprises, la facilité avec laquelle on peut acquérir des logiciels, tout d'un coup, on est rendu avec CyberImpact pour mon infolette, HubSpot pour mon CRM, j'ai Zoom, Teams, puis tout un autre truc, puis j'ai SurveyMonkey, puis il n'y a rien qui se parle. Donc, ça, c'est une situation assez typique. On le voit partout. Donc, l'important pour ça, en fait, c'est d'avoir des bons partenaires parce que les gens qui peuvent intégrer ces logiciels-là ensemble. Donc, c'est vraiment de trouver un partenaire de confiance. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un en interne, mais quelqu'un qui peut venir aider à intégrer ces logiciels-là ou même faire les bons choix aussi. Mais juste quelqu'un qui peut dire, OK, j'ai tel module que je peux aller intégrer. Je suis sûre qu'on va peut-être parler un petit peu plus tard de API, mais les possibilités d'intégrer les logiciels facilement qui est arrivé sur le marché, ça fait de plus en plus. Mais c'est sûr que moi et toi, on ne serait pas capable de plugger deux logiciels ensemble. Ça me ferait quand même un partenaire. Mais c'est de plus en plus facile, de plus en plus rapide. On n'a plus besoin des compétences poussées qui doivent être en interne, tout ça pour faire ça. Je pense que ce qu'on peut retenir aussi en ajout de ce que tu dis, c'est que choisir une technologie, c'est une chose, l'implanter, c'est une chose, la faire parler à nos autres solutions, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Il faut le considérer d'une manière budgétaire aussi, puis ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire à l'interne. Exactement. Ça amène un niveau de complexité supplémentaire, mais ça amène aussi des besoins de financement supplémentaires. J'aimerais ça je sais que tu n'auras pas nécessairement de solution complète aujourd'hui, mais j'aimerais ça qu'on aborde un élément qui est celui, justement, de l'aspect financier. Dans les OBNL, ce n'est pas... il y a de tout. Il y a des gros, il y a des moyens, il y a des petits, mais les besoins sont partout actuellement au niveau du numérique. Pour les gros, on pense que c'est facile, ils ont de l'argent, mais on se rend compte que justement parce qu'ils sont gros, c'est plus complexe. Fait que l'argent a le beau être là, mais on sait que les processus prennent plus de temps, il y a plus de monde intégré, ainsi de suite. Mais pour les plus petits, tu recommandes, si on simplifie, là, mettons qu'on se dit qu'on a juste quelques milliers de dollars à entamer cette transformation-là, c'est quoi les priorités? Où on met l'argent en premier? C'est une bonne question. Parce que je veux différencier, puis peut-être pour orienter la question, puis orienter la réponse, pour beaucoup de gens, la transformation numérique, c'est très communication. C'est de la mise en place de solutions pour parler à l'extérieur ou pour, tu parlais tantôt d'aller chercher des nouvelles clientèles, et ainsi de suite. Donc, souvent, on est dans le nouveau site web, dans la mise en place d'une solution de courriel, dans l'intégration des médias sociaux. Ça, c'est un univers communicationnel. L'autre univers, c'est l'univers plus opérationnel où la technologie peut faire une grosse différence. Là-dedans, on peut mettre les billetteries, on peut mettre les plateformes d'événements, on peut mettre aussi la gestion des données internes aussi. Donc, là, on est souvent mis dans une dichotomie où on va... Puis le premier réflexe que je vois, puis c'est plus valider cet aspect-là, est-ce que c'est on met tout l'argent en communication, puis on fait tout à mitaine avec des fichiers Excel en arrière? Tu sais, comment on dose ça? C'est un peu ce que je disais tantôt, entre l'expérience client et l'efficacité en interne, il y a toujours des choix à faire. Puis, l'argent peut souvent pas aller aux deux places en même temps, c'est souvent un ou l'autre. Je dirais que pour moi, la suggestion que je peux faire, c'est d'aller comprendre ses besoins et de les documenter.
Puis ça, si vous n'avez pas quelqu'un en interne, d'aller chercher une analyse d'affaires pour quelques heures pour venir documenter les besoins, c'est tellement important parce que, tu sais, souvent les gens pensent qu'ils savent ce qu'ils ont besoin, puis ils vont partir choisir un logiciel, puis ils n'ont pas pris le temps de vraiment s'asseoir et dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Puis le dire dans un langage que aussi ceux avec qui ils parlent, ils vont comprendre. Et un bon analyste d'affaires, c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence entre tu vas me décrire un workaround parce que tu vas me décrire comment tu le fais aujourd'hui parce que ton système ne fait pas quelque chose correctement. Mais moi, tu sais, un bon analyste d'affaires va savoir ça, c'est pas comme ça qu'il faut que ça se fasse, c'est parce que ça ne fait pas ça que. Ben, je pense, si on prend un Ouais. exemple, là, prenons Ouais. juste l'exemple d'une inscription à un événement, ça rejoint beaucoup de monde. Là. Si on prend le processus, puis je pense que c'est intéressant de regarder un exemple, de dire, ben, la personne entend parler de mon événement, elle va sur mon site web, elle va s'inscrire. Oups! Là, après ça, ça déclenche, là, puis là, je veux juste l'illustrer pour que les gens comprennent ce qu'on appelle un workflow ou un processus. Bien là, je vais avoir une inscription qui va rentrer, je vais avoir un paiement, il va peut-être falloir que je gère des préférences alimentaires parce que la personne est allergique. Puis là, on vient de déclencher un paquet d'actions. Puis là, ça demande un fichier Excel là, un fichier Excel là, un fichier Excel là dans bien des cas. Puis après ça, on arrive dans la solution de financement. Est-ce qu'elle a payé? Est-ce qu'elle a payé par chèque? Fait que c'est ça un workflow là, pour ceux qui peut-être le ramener d'une manière très pratique. Fait qu'on peut facilement, énormément consommer de temps si tout ça, on le fait à mitaine par rapport à quand on le fait d'une façon numérique, là, pour l'illustrer. Est-ce que... puis là, on parle d'intégration, parce que là, on vient de parler de quasiment... Avec un exemple d'inscription événementielle, on a parlé de 3 systèmes qu'il faut qu'ils se parlent, la comptabilité, la billetterie, puis la gestion de la donnée de la personne qui s'est inscrite. Là. Puis après ça, j'aimerais ça aussi t'entendre sur une couche qu'on voit dans les médias, mais qui ne fait pas partie des discussions ou très peu d'un conseil d'administration, qui s'appelle la cybersécurité puis la gestion des données. Où vous placez ça dans votre équation, vous autres? Ben, c'est sûr que ça, c'est un peu aussi l'avantage de l'info nuagique, c'est que dépendant du logiciel qu'on prend, les données peuvent être plus sécurisées que si on les hébergeait nous-mêmes. Puis ça, c'est un peu un mythe que les gens pensent que parce que c'est dans le cloud que c'est moins sécure. C'est presque le contraire. Microsoft, Amazon, ils ont des serveurs que le département de défense aux US utilise. Donc, en fait, ils ont plus de budget de sécurité que nous. Donc, si je vais hacker quelqu'un, là, c'est pas eux. Donc, en fait, tu sais, l'info nuagique, par exemple, nos données, si on peut aller vers ces logiciels-là, on a déjà une partie qu'on n'a plus besoin de se soucier autant avec la cybersécurité. C'est sûr que il reste les portes d'accès. Il y a toujours moyen où sont les données, les passwords, s'assurer que quelqu'un ne peut pas voler mon mot de passe, tout ça. Parce qu'il y a quand même des concerns à ce niveau-là. Mais en fait, je pense qu'une des choses qui est bien pour les OBNL, c'est que maintenant, les logiciels infonuagiques qui sont sécurisés sont de plus en plus abordables. On n'a plus besoin d'avoir un spécialiste sécurité avec nous pour s'assurer que c'est sécuritaire. Je pense que l'autre élément aussi, parce que j'en vois encore qui ont des serveurs locaux chez eux, c'est toute la gestion des mises à jour, les frais que ça coûte à chaque fois de faire des mises à jour, l'entretien des équipements, la désuétude des équipements aussi. Hein. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup démocratisé, puis duquel il faut que les gens sortent du réflexe d'avoir les serveurs chez eux pour aller vers des éléments. Mais en même temps... Stéphane, j'allais dire, ça, c'est quelque chose aussi, c'est un peu un mythe. Parce que les gens pensent que c'est plus cher parce que je paye plus cher par année. On sait que les deux courbes se croisent vers 9 ans. Donc, en fait, et puis ça a peut-être changé, ça, c'est les données qui datent de quelques années, mais l'idée, c'est que ça va te coûter plus cher par année pendant un certain temps en abonnement sur un logiciel SaaS, mais après 9 ans, ça va te coûter moins cher. Donc, tandis que l'autre, tu as un gros investissement au début, puis ça te coûte moins cher par année.
Donc, en fait, les deux À condition que tu n'aies pas complémentaires. besoin de reprogrammer du sur-mesure, puis que ton programmeur n'a pas disparu de la carte, puis que, tu sais, Exact. Il y a tout un autre paquet d'affaires, mais c'est juste pour dire que c'est sûr qu'il y a des implications CAPEX, OPEX et tout ça, mais disons que, tu sais, il y a vraiment, là, il ne faut pas penser que du logiciel SaaS, c'est plus cher. C'est vraiment pas nécessairement le cas. non, puis, mais c'est juste qu'il faut le planifier différemment. Je veux qu'on parle d'investissement, puis je veux qu'on parle de retour sur investissement aussi. Tu as parlé de valeur tantôt, mais en même temps, dans le milieu des OBNL, le numérique, c'est vu beaucoup comme une dépense plus que comme un investissement. Je connais très, très peu d'organisations qui ont un fonds pour investir en technologie. Ils vont aller au minimum en fonction de ce qu'ils peuvent répondre aux besoins. Puis s'ils sont chanceux, il y a un programme gouvernemental qui va payer une partie des honoraires, puis ça finit là. Sinon, ils le font par obligation quand ils sont rendus là, puis ils n'ont plus le choix. C'est la même chose au niveau de l'entretien du parc informatique. Là. Moi, je vois des gens encore sur du Windows 95 puis du Windows 98 travailler dans certains organismes. Là. Donc, amène-moi sur cette notion-là d'investissement. Là. Mais c'est sûr que, puis ça aussi, c'est pas juste dans les Non, c'est at large. organisations. Ah, c'est at large. Les gens qui ne font pas de business case, de cas d'affaires avant de commencer un projet, là, c'est assez. J'ai travaillé dans des très grandes entreprises où moins de 25% des projets avaient un cas d'affaires qui était fait avant de partir le projet. Mais c'est vraiment une bonne pratique de le faire. Mais je pense que ce qui empêche les gens de le faire, c'est qu'ils sentent que c'est lourd. Faire un code d'affaires, calculer tous mes bénéfices, et tout ça. Ça peut être fait rapidement. Moi, je dis, c'est un code d'affaires napkin, là, on le fait sur le coin d'une table. Juste calculer, OK, moi, je pense que je vais je vais augmenter mon membership de X%, je vais réduire mon besoin en bénévole ou mon besoin en staff de 10%. Tout ça, ça va venir, rapidement, on peut venir faire une justification. Et aussi, ça nous permet de voir si après qu'on a fait ce gros projet-là, peut-être que c'est un gros projet pour vous de transformation, mais est-ce que ça a apporté les bénéfices qu'on s'attendait? Ah, c'est de faire l'évaluation à fur et à Ben mesure. oui. Puis si mes membres n'ont pas augmenté, pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Souvent, ce n'est pas la technologie qui a fait que je n'ai pas eu les bénéfices. Il y a d'autres choses. Mais au moins, ça nous permet de dire est-ce que j'ai vraiment atteint ce que je m'attendais à avoir? Puis des fois, les bénéfices sont qualitatifs. Là, c'est plus dur. Une meilleure expérience client, mais je ne pense pas nécessairement augmenter mes revenus. Ben, ça peut quand même valoir la peine de le faire. De s'asseoir puis mesurer, qu'est-ce que je pense que ce projet-là va m'apporter. Puis à la fin, est-ce que ça a vraiment amélioré? Puis il y a des choses qui se mesurent. On sait, là, le NPS ou des choses comme ça avec les clients, on peut le mesurer. Puis, aller valider que ce qu'on a fait comme transformation numérique, j'ai les bénéfices. Des retours. Oui. Ça m'amène à m'amener à un des. Ça m'amène à m'amener, ça va bien. Écoute, deux petites dernières choses avant qu'on termine. La première, c'est la résistance au changement. Tu te dis, c'est pas juste technologique. Puis moi, je me rends compte que beaucoup des problématiques qu'on croise dans une transformation numérique, c'est les humains. Comment on peut prévenir ça? La gestion de changement, la résistance au changement, c'est un de mes sujets préférés, mais j'en suis pas experte. Là. Il y a des gens qui sont. Faudrait faire. On a déjà d'autres capsules là-dessus plus spécifiquement, mais j'aimerais faire même ça au numérique. Je peux te présenter des gens qui sont très bons là-dedans, mais moi, je dirais, nous, ce qu'on voit dans nos projets, il y a quelques facteurs qui sont très, très importants. Un, c'est le sponsorship, d'avoir un sponsor qui embarque. Et il ne faut pas négliger que cette personne-là doit continuer à rallier les équipes, à montrer qu'il supporte le projet. Si la personne qui est derrière, que ce soit le sponsor, c'est souvent la personne qui va valider financièrement un endossement en termes de leadership. Endossement en termes de leadership, là, c'est sûr aussi, vous avez le CA aussi qu'il faut qu'il endosse. Mais, tout ça, là, mais si ça ne vient pas d'en haut, on ne peut pas s'attendre que ça va venir en bas, l'adoption. Puis l'autre chose, c'est que d'impliquer les gens tôt dans le projet. Nous, quand on fait une sélection de logiciels, on demande que les gens qui vont adopter le logiciel le plus vite soient impliqués dans le choix. Donc,
il y a façon de venir faire écouter ces gens-là, puis qu'ils embarquent dans le processus le plus tôt possible, qu'ils se sentent écoutés dans leurs besoins et que la solution qui est livrée, ça fait partie ça répond à ces besoins-là. Ça, c'est 2 trucs qu'on utilise beaucoup pour éviter la résistance au changement avec les projets. Bien, je te remercie, Rachel. Écoutez, c'est la première d'une série de 2. Juste pour vous dire, on fait une 2e capsule sur le choix des logiciels. J'espère que ça va vous aider à intégrer un peu les transformations numériques dans votre organisation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai bien hâte de vous revoir. Bye-bye. Merci. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.